Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Vosges Télé, Moselle Télé, Alsace 20 et Canal 32. Nous sommes aujourd'hui à Troyes, dans l'Aube, pour y découvrir la manufacture Vincent Petit. Cet atelier de maître verrier œuvre à la restauration et à la conservation de vitraux historiques, mais aussi à la création de vitraux contemporain. C'est l'un des nombreux savoir-faire d'excellence du Grand Est qui seront mis à l'honneur début avril lors des Journées européennes des métiers d'art. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Flavie Vincent Petit est l'invitée de Business. Elle a créé et dirige la manufacture de vitrail qui porte son nom. L'atelier labellisé Entreprise du patrimoine vivant compte aujourd'hui 18 personnes aux compétences multiples, des compétences qui lui permettent de participer à la restauration de vitraux de nombreux ouvrages historiques, notamment dans le Grand Est, et d'être un des acteurs majeurs de ce secteur. Le Grand Est présente une large palette des 281 métiers d'art reconnus, avec plus de 2500 professionnels implantés dans la région. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art du 1er au 3 avril prochain, la région Grand Est fait un point sur la politique menée en faveur du développement de ces métiers sur notre territoire. Les éclairages de Thibaut Duchesne, conseiller régional délégué à l'artisanat et aux métiers d'art. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale mettra d'abord en lumière l'atelier strasbourgeois S-Glace, créé par Maya Thomas, qui donne une nouvelle vie aux bouteilles de vin d'Alsace. Puis nous irons en Moselle à la découverte d'une jeune tisserande passionnée. Et enfin, dans les Vosges, où le CFA d'Arches, près d'Épinal, forme des champions de l'excellence des métiers. Flavie Vincent Petit, comment vous êtes intéressée au vitrail et comment c'est devenu finalement une passion et ensuite un métier ? Alors en fait, après le bac, je savais vraiment pas quoi faire, ou alors j'avais plutôt envie de faire trop de choses. Donc j'ai fait histoire, préparation au concours, pour avoir une large palette. Et puis par hasard, lors d'un stage, j'ai découvert le vitrail. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, ça répondait à mes envies profondes de ne pas avoir un métier ni manuel, ni que intellectuel. Et j'avais envie aussi que ça soit avec une petite touche spirituelle. Donc je voulais un ensemble de choses et le vitrail finalement répondait à toutes ces aspirations. Donc j'ai commencé par un stage à l'atelier Vinum à Troyes. J'ai appris à peindre avec André Vinum, qui était place de la Cathédrale. Et puis ensuite, je suis restée 18 ans avec Alain Vinum, là pour vraiment restaurer le patrimoine. Et puis j'ai commencé un chemin aussi de restauration et de création contemporaine surtout. Et qu'est-ce qui vous a ensuite fait sauter le pas après ces 18 ans à l'atelier Vinum pour créer votre propre entité ? Alors j'avais envie, non pas d'un métier figé dans une trop lourde tradition, mais j'avais envie que le vitrail soit hissé vraiment à un stade de discipline et qui rentre dans une modernité qui n'existait pas vraiment. Un des propos de la création de notre entreprise en 2012 avec mon mari, c'était de dire on ne peut pas rester que dans le côté traditionnel et on ne peut pas rester que dans le vitrail. Le vitrail, c'est aussi, ça tient pas en lévitation, donc il faut un support et il faut aussi des moyens d'accès pour y aller. Donc en fait, dès le début de l'entreprise, on a voulu avoir les moyens d'accès pour pouvoir poser des échafaudages ou des nacelles pour aller chercher et remettre les vitraux en hauteur, et également avoir une serrurerie, donc une serrurerie-métallerie qui permet de créer les supports du vitrail et s'affranchir par exemple des barlotières toutes droites. Et dans ce cas, on peut faire des barlotières courbes et en création contemporaine, on peut vraiment entrelacer le support et l'œuvre. Et vous avez aussi des conservateurs, conservatrices du patrimoine dans votre équipe. Voilà, c'est ça. On a vraiment le côté conservation-restauration et le côté création. Et en restauration, comme moi-même qui suis diplômée donc d'un master de conservation-restauration, c'était important d'inclure la restauration et non pas la réparation, la restauration scientifique et donc d'avoir aussi une activité un peu de recherche en parallèle du travail quotidien et essayer de le hisser également au mieux de ce qui peut être. Flavie Vincent Petit, votre atelier se consacre donc à la restauration du vitrail ainsi qu'à la création d'œuvres contemporaines. Nous avons voulu voir comment vous pratiquiez ce métier d'art concrètement et quelles en étaient les facettes à la fois artistiques mais aussi techniques. C'est l'objet de ce reportage de Canal 32. Capitale européenne du vitrail, le département de l'Aube regorge d'artisans aux multiples savoir-faire.
Avant de pouvoir admirer les ouvrages dans nos édifices religieux, les vitraux passent par plusieurs étapes de mise en forme. Je travaille sur des petits panneaux qui seront à la cathédrale de Troyes. Pour l'instant, je suis en train de couper tous les losanges pour ensuite les monter avec du plomb. C'est très technique. Là, par exemple, je fais de la coupe à la pige. Ça, c'est une pige. Ça me permet de faire des losanges en série et d'aller plus vite. Il faut beaucoup de patience. C'est très artistique, très manuel. Le vitrail est encore loin d'être complet. Une fois les découpes faites, il est temps de mettre de la couleur à l'ouvrage. Je suis en train de peindre des bordures 16e. C'est des bandes de verre qui vont encadrer le vitrail. L'idée de celle-ci, c'est qu'elle s'enchaîne pour faire un motif qui est un peu sinueux, un trait très précis du XVIe siècle. Ça se peint à la grisaille. On va faire une première couche qui s'appelle une demi-teinte. Puis après, on va peindre avec la grisaille un peu plus concentrée. Mais avant toute chose, revenons sur une étape cruciale dans la fabrication d'un vitrail, la maquette. Moi, je m'occupe de faire toutes les maquettes pour les vitraux. Donc, une fois qu'on a une baie qui est vide, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ou parfois, quand on a des vitraux anciens, comment est-ce qu'on va venir combler les manques? Et donc ensuite, on imprime tout ça et on passe à la peinture. Mais c'est vraiment la première étape pour trouver l'idée, comment la matérialiser. Et de façon à ce que ça soit aussi cohérent d'une baie à une autre, que la baie soit complètement vide à la base, ou que justement, quand il y a des restes de vitraux anciens, ça s'accorde quand même. L'atelier œuvre aussi à la restauration de vitraux historiques, comme avec cette pièce de l'église Saint-Nicolas, une repose d'après-guerre qui a été mastiquée à l'huile de vidange. Une fois restauré, il aura retrouvé toute sa planéité. Là, il y a un très gros travail de nettoyage, puisqu'il faut retirer tous ces hydrocarbures. Donc on va dessertir chaque pièce, et ensuite on recolle les pièces de verre, on supprime les plombs de casse, on redonne une vraie lisibilité à l'œuvre. Et là, on voit bien que l'œuvre a perdu sa lisibilité du XVIe siècle. Comme les pièces sont très anciennes, avec le temps, l'usure, ça a fait des petites corrosions dans le verre qu'on va essayer de venir atténuer, parce qu'on ne peut pas tout enlever. Dès qu'ils sont nettoyés, je vais venir les remettre sur le frottis qui est associé au panneau. Un travail d'orfèvre nécessaire à la sauvegarde du patrimoine. Flavie, l'Aube a la plus grande surface de vitrail en Europe, mais vous intervenez largement aussi en dehors du département. Oui, tout à fait. En fait, notre axe est vraiment tout au-dessus de la Loire. Donc, on a par exemple le marché à bon de commande de la ville de Paris pour l'entretien du patrimoine classé. Et puis, on va également en Normandie. On est en train de déposer Saint-Ouen de Rouen en ce moment. Et puis, on va parfois un peu au-delà des frontières et on travaille aussi en Belgique. On a fait la cathédrale de Liège et puis là, on fait une autre étude à Liège en ce moment. Et alors, si une grande partie de votre activité concerne la restauration de patrimoine historique, avec la restauration de vitraux, vous faites aussi de la création. Oui, on fait les deux. Donc vraiment, la création contemporaine, c'est soit des grands concours, comme l'église de Fay-en-Haye, par exemple. C'était vraiment pour accompagner des vitraux de la guerre. C'est près de Pont-à-Mousson, hein? Oui, c'est ça. Donc Fay-en-Haye, en Lorraine, près de Pont-à-Mousson, où là, c'est vraiment un mémorial de la guerre de 14, mais traité de façon très contemporaine. C'était une commande publique. Et puis, on travaille dans ce cadre pour des privés. Par exemple, on vient de terminer un chantier Vinci à Paris avec tout un programme sur le mimosa. Mais c'est ce qu'on voit ici, hein, on était voilà, là c'est ça. Tout à l'heure. Un double vitrage. Et puis aussi, on a des clients comme la maison Rachi, donc la synagogue de Troyes, où là, je fais des œuvres assez régulièrement. La dernière sera sur la paracha Balak, par exemple. Le vitrail, en fait, c'est un objet assez paradoxal, puisqu'il est à la fois une œuvre d'art, qui est très fragile et peinte aux deux faces, le plus souvent, et également, il doit servir d'étanchéité au bâtiment. Donc, lorsque l'on restaure une œuvre d'art, on ne va pas la remettre pour faire la clôture étanche de l'édifice. Donc, on fait vraiment de la conservation préventive. On réfléchit pour chaque édifice à la meilleure façon d'installer des verrières de doublage, qui sont un peu des verrières sacrificielles. Et à l'intérieur de l'édifice, on va poser l'œuvre ancienne qui n'est plus du tout en contact avec la pression des vents, les chocs thermiques, l'eau de condensation. Donc, on décale en fait le problème. Et ça, on peut vraiment le faire puisqu'on a vraiment une équipe extrêmement pluridisciplinaire avec aussi bien des métalliers,
donc pour concevoir en fait toutes ces serrureries et en même temps des conservateurs, restaurateurs qui vont vraiment intervenir sur les œuvres anciennes. Flavie Vincent-Petit, vous faites partie des 2500 artisans d'art qui exercent dans le Grand Est et la région soutient ces métiers d'art au travers d'actions de formation, d'accompagnement, mais aussi de promotion. Le Grand Est sera d'ailleurs la première région mise à l'honneur lors des Journées européennes des métiers d'art du 1er au 3 avril. Cet événement qui a été créé il y a tout juste 20 ans constitue d'ailleurs une formidable vitrine de vos métiers, chère Flavie, auprès du grand public. Les éclairages de Thibaut Duchesne, le conseiller régional délégué aux métiers d'art et à l'artisanat, au micro de Anne-Sophie Grosse pour Moselle Télé. La région Grand Est accompagne les métiers d'art sur plusieurs points. La première question, c'est évidemment la transmission de ces savoirs, de ce type de métier, de ce type de savoir-faire, de ce type de geste. Le deuxième effet étant davantage de faire connaître ces métiers d'art qui sont extrêmement présents sur tout notre territoire à travers une multitude d'ateliers qui sont parfois dans des grandes agglomérations, mais plus souvent ancrés dans les territoires et créateurs de richesses dans les territoires. Et puis le troisième point, c'est évidemment d'amener davantage dans l'orientation vers ce type de métiers qui sont une vraie richesse pour l'ensemble de notre région. Ces journées de métiers d'art, d'une part, elles sont importantes parce que nous avons un réseau d'artisans sur tout le territoire qui est extrêmement important. Nous allons battre le record du nombre d'ateliers qui vont être ouverts sur ces journées européennes des métiers d'art, plus de 240 sur tout le territoire qui vont être ouverts à tous les habitants du Grand Est qui pourront ce jour-là venir découvrir un métier et redécouvrir finalement des gestes qu'on pensait un peu oubliés, redécouvrir aussi la beauté, l'excellence de ce geste qui est très proche dans leur territoire et faire connaître ce type de métier. C'est l'excellence française et par ailleurs, en Grand Est, on a la chance d'avoir de grandes maisons. Il y a évidemment Meisenthal, on pourrait parler de l'ALIC, on peut parler des centres de formation qui sont des centres de formation reconnus en France et à l'étranger, notamment sur les questions de métiers du verre, ce qui fait de notre région une région où ces savoir-faire se perpétuent de génération en génération et par ailleurs sont à la fois créateurs de richesses et richesse évidemment financière, mais richesse intellectuelle à travers cette pédagogie du geste. C'est l'année européenne du verre et la région Grand Est a été distinguée puisque c'est la seule région qui va être adossée à cette fête qui va être donnée dans toute la France, ce qui va permettre d'avoir une 60aine d'ateliers qui vont être ouverts, qui vont être mis en valeur dans le cadre de l'année européenne du verre. Ça sera une année importante pour bien comprendre la richesse de nos territoires et bien mettre en valeur encore une fois notre belle région. Flavie, les journées européennes des métiers d'art auront lieu du 1er au 3 avril. Thibaut Duchesne vient de nous en rappeler l'importance pour la région Grand Est. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le grand public accorde plus d'importance peut-être que par le passé à son patrimoine ? En tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment réelle. Alors peut-être justement à cause du Covid, à cause de l'incendie de Notre-Dame, en tout cas à cause multiples. Et puis dans l'Aube, avec l'engagement du conseil départemental et de la Cité du Vitrail, je pense qu'en effet, les maires de communes s'emparent de ce sujet. Et comme ça, par des petites communes, le public aussi s'empare des choses et prend conscience de la richesse de son patrimoine. Et puis le patrimoine va aussi vers le public. Je crois que vous allez être, certaines de vos réalisations vont être exposées dans les gares de Strasbourg, de Troyes et ailleurs en Grand Est. Oui, c'est ça. Alors les GEMA, en fait, font une grande exposition dans les gares du Grand Est avec 6 entreprises. On montre les gestes en fait des métiers d'art, donc ça va être assez large. Il y a aussi bien de l'osier que du vitrail, et ce sont des grandes photos au collodion, donc avec une technique du 19e siècle. Flavie, on reste ensemble et on va continuer cette émission avec un tour d'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord à Lutzelbourg, en Moselle, tout près du Bas-Rhin. L'atelier de l'entreprise strasbourgeoise S-Glace y transforme les bouteilles de vin d'Alsace en verre à eau et autres accessoires d'art de la table. L'entreprise a été créée par Maya Thomas, qui est également designer de cloisons en verre. Elle l'a créée à la suite d'une reconversion après 10 années passées chez Médecins sans frontières. Une reconversion réussie, comme on va le voir dans ce reportage signé Camille Roland pour Alsace Vin. C'est dans une ancienne usine d'agrafes de la commune de Lutzelbourg que l'artiste verrier Maya Thomas a installé ses machines l'an dernier. Habillée de son tablier en caoutchouc, elle récupère des bouteilles de vin vides pour les transformer en verre à eau, carafe ou vase. Alors auprès de restaurateurs essentiellement, parce que ça me permet d'avoir du volume et puis surtout ça me permet d'avoir une plus grosse variété de bouteilles. Parce que dans les bouteilles de vin, on a 4 couleurs. On va avoir la bouteille verte, celle qu'on connaît le mieux. Il y a les bouteilles brunes,
Il y a une couleur qui s'appelle feuille morte, qui est entre le vert et le brun, et les bouteilles transparentes. Chaque semaine, Maya Thomas recycle entre 200 et 1000 bouteilles. Elle leur donne une seconde vie en quelques minutes. Ça, c'est la machine à couper la tête des bouteilles. Tout un dispositif a été conçu pour pouvoir justement maintenir les bouteilles et pour pouvoir couper plusieurs bouteilles en même temps. Après la découpe, il faut poncer le verre, avec toujours en ligne de mire l'ambition d'éviter le gaspillage. L'idée, c'était surtout d'inscrire ça dans ma région. On a déjà de la chance parce qu'on a une région où on consigne déjà les bouteilles de bière, les bouteilles de limonade, les bouteilles d'eau. Moi, je suis verrier, j'ai besoin de matières premières. Du verre, on en a plein, du fait de l'économie viticole. Et pourquoi pas valoriser ce déchet-là et surtout réduire l'impact écologique. Après une carrière dans l'architecture d'art, Maya Thomas s'est reconvertie il y a 2 ans dans le vitrail, un passé qui influence ses créations. C'est un travail d'une composition pour une cloison où j'ai travaillé le motif hexagonal. Pour moi, le rapport au vitrail, c'est vraiment un rapport à l'espace. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une cloison dans un espace? C'est une frontière. Après, on décide de la rendre franchissable, on décide de la rendre transparente, on décide de la rendre opaque. Expatriée et enfant d'expatriés, Maya Thomas allie ses influences orientales avec son amour du patrimoine alsacien pour façonner un verre multiculturel. Avant de créer son activité, Maya Thomas, qu'on vient de voir dans le reportage, a suivi une formation de 3 ans au CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers de Vannes-le-Châtel, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez vous-même fait votre CAP là-bas, mais vous avez suivi depuis d'autres formations, de nombreuses formations, et pas seulement techniques. Vous avez même entamé une thèse à l'INP, l'Institut national du patrimoine. Alors pourquoi toutes ces formations? Un métier d'art n'est donc pas que manuel? Non, un métier d'art, c'est vraiment l'intelligence de la main. Donc la main, c'est que la poursuite finalement de notre intelligence et de la réflexion, de la pensée. Et pour moi, c'était extrêmement important, en fait, d'hisser le vitrail, qui est une discipline artisanale, comme une discipline universitaire et vraiment qui est de la recherche, pas forcément seulement qu'en chimie, par exemple, comme ça se fait, ou en histoire de l'art, mais qui est une recherche du geste de la création, du geste de la conservation et de la restauration. Donc avoir une réflexion sur justement, et une réflexivité sur le métier de conservateur-restaurateur et aussi sur le métier de créateur. Flavie, on continue notre tour de l'actualité économique régionale. On va partir à Fénétrange, en Moselle, dans le pays de Sarrebourg. C'est là que, par passion, Noémie Richard, à 25 ans, a créé un atelier de tisserand qui connaît un beau développement avec des produits naturels et labellisé Qualité Moselle. Une passion héritée, sans qu'elle le sache, Flavie, d'une véritable tradition familiale. Explication dans ce reportage de Ghislain Schumacher pour Moselle Télé. C'est dans cette petite pièce que Noémie a installé son métier à tisser. Un outil traditionnel tout en bois sur lequel elle prend place pour continuer sa pièce. Là, je suis en train de tisser une écharpe à la main en laine de mérinos. Une écharpe, si j'en fais plusieurs à la suite, au total, c'est à peu près 10 heures par écharpe. En plus de ses 10 heures de travail, elle a au préalable placé ses 840 fils un par un dans sa machine. Devenir tisserande demande donc un brin de patience, mais surtout beaucoup de passion. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à cette profession. J'ai fait des études, un master en environnement et faune sauvage. Et pendant ces études-là, j'avais découvert sur les réseaux sociaux le travail de tisserand et j'étais totalement fan et émerveillée de ce qu'il faisait. Donc je me suis mis à suivre plein de comptes et un jour ça m'a tellement titillée d'avoir envie d'essayer que j'ai fini par acheter un métier à tisser. Et puis quand j'ai essayé, c'était la révélation. J'allais finir mes études et en fait je me suis dit bah non, finalement je veux devenir tisserande. À coup de tutoriel, Noémie est devenue autodidacte malgré la complexité du métier à tisser. La tisserande doit utiliser tout son corps et même ses pieds pour le maîtriser. Quand j'appuie sur une pédale, ça lève 2 cadres et ça en baisse 2. Et c'est l'alternance de chaque pédale qui va soulever une partie des fils différentes et qui donc va créer le motif qu'on a tissé. Noémie fabrique également des nœuds papillons ou encore des coussins qu'elle vend sur son site internet. Dans son catalogue, il y en a pour tous les goûts. Moi j'aime bien les choses assez sobres qui vont avec tout et il y a pas mal de personnes qui m'ont réclamé de la couleur donc je me suis mise à faire des choses plus flashy, tendance un peu color block. Mais voilà, au moins il y a de la couleur, ça plaît aux gens donc on peut en trouver pour tout le monde. L'artisane a décidé d'appeler son entreprise numéro 14 en référence à son histoire familiale.
Je suis la 14e tisserande de ma famille. Je savais même pas que j'étais issue d'une famille de tisserands quand j'ai décidé de me lancer moi-même. Et effectivement, en rouvrant l'arbre généalogique, j'ai pu voir qu'il y en avait eu 13 avant moi. La jeune tisserande a récemment reçu la visite de Patrick Weiten, qui a tenu à découvrir son atelier. Son savoir-faire a été reconnu par le département, qui a labellisé ses produits qualité Moselle. Flavie, les métiers d'art sont souvent affaires de passion et de vocation, peut-être, j'ai l'impression, un peu plus que dans d'autres métiers. Pourquoi ? Je pense que lorsqu'on fait un métier d'art, en tout cas lorsqu'on fait du vitrail, et je pense que c'est traditionnel depuis le Moyen-Âge, c'est un choix de vie plus qu'un métier. Donc c'est vraiment, ça engage toute sa vie, toute sa famille, et souvent ce sont des entreprises familiales. Et c'est vraiment une histoire de dire quel sens je veux donner à ma vie et comment je veux transmettre, quelles valeurs je veux pour animer en fait ma vie au quotidien. Et je pense que les métiers d'art répondent à ces questions, et c'est pour ça que les gens qui entrent par vocation dans une réflexion du travail de la main et de l'esprit sont vraiment engagés dans ce qu'ils font. Vous l'avez souvent évoqué tout à l'heure, Flavie, vous souhaitez hisser les problématiques du vitrail dans la recherche universitaire, dans la modernité, pour y impliquer peut-être d'autres profils, d'autres compétences. Est-ce que c'est en ce sens que vous, aujourd'hui, vous intervenez à l'UTT avec le laboratoire de nanotechnologie ? Oui, alors à l'UTT, en fait, j'ai un de mes directeurs de thèse, Christophe Couteau, qui est donc le directeur du laboratoire de nanotechnologie. Et donc, c'est extrêmement important de se dire, par exemple, que dans l'Aube, bien sûr, au Moyen-Âge, on faisait déjà du vitrail, mais on faisait aussi déjà des nanotechnologies, puisque toute la coloration du verre, le jaune d'argent au XIVe siècle, on est vraiment dans une expérience de nanoparticules. Et donc, on avait envie de mettre ça en exergue. Et moi, personnellement, j'ai vraiment envie que d'autres disciplines s'emparent en fait du sujet du vitrail. Donc, je participe à une UE vitrail à l'UTT, où là, ce sont des élèves ingénieurs qui se penchent sur nos problématiques et de métiers d'art et de peintre sur verre. Et je pense que ça peut créer une émulation et envisager les choses autrement pour que la discipline vitrail grandisse et explore d'autres champs. Flavie, pour clore notre périple économique régional, nous partons cette fois-ci dans les Vosges, au CFA d'Arches, tout près d'Épinal. Un CFA qui essaie de révéler l'or que les jeunes ont dans les mains. Ce sont les mots de son directeur. L'or que certains d'entre eux remportent aux Olympiades nationales des métiers, comme c'était le cas récemment à Lyon par un élève menuisier du CFA. Reportage sur un enseignement d'excellence avec Anthony Sapp et Anne Didier pour Vosges Télé. Le geste est sûr, précis. Il faut dire que ce jeune menuisier de 23 ans, Maxime Bloquet, déjà titulaire d'un brevet professionnel et de bientôt 3 CAP validés ici au CFA d'Arches, vient de décrocher la médaille d'or des finales nationales des Olympiades des métiers à Lyon avec cette pièce qu'il a réalisée en 18 heures. Il représentera donc la France lors de l'ultime étape en décembre à Shanghai où il tentera de remporter le titre mondial. En attendant, Maxime a bien conscience du chemin qui lui reste à parcourir, lui qui s'est toujours montré très assidu et motivé. C'est ma 3e participation au concours, ça fait 6 ans que j'ai commencé le concours. Donc j'ai déjà beaucoup travaillé, mais là c'est un niveau que j'ai jamais touché. La clé c'est la motivation, l'envie. Après c'est quand même l'entourage, parce que la famille, c'est important que la famille soit là près de nous. C'est aussi important d'avoir un établissement qui nous suive, des profs investis et les délégations bien sûr aussi, l'équipe de la région qui est importante. On s'entraide, on se parle, on se motive, tout ça c'est hyper important. En 2017, déjà un autre apprenti du CFA d'Arches, Anthony Châtelain, menuisier, lui aussi s'était qualifié pour le concours international avant de devenir champion du monde. Depuis quelques années, l'établissement vosgien collectionne les médailles et met ainsi en lumière l'ensemble de ses formations. Je le dis souvent aux apprentis quand ils arrivent, on leur dit régulièrement, ils ont de l'or dans les mains. Il faut juste qu'on leur apprenne à utiliser leur dit doigt. C'était la première phase, la première pièce qu'ils ont réalisée. 18h30 aussi la réalisation de cette pièce en fait. Maxime, après il lui reste encore du chemin à parcourir pour aller décrocher ce titre, mais oui effectivement il en a le potentiel pour arriver à nous faire un podium au championnat du monde, oui effectivement. Ah bah là maintenant j'y pense plus, je le veux, donc je vais travailler pour l'avoir et tout donner pour ce titre.
Rendez-vous donc du 12 au 17 octobre à Shanghai. Maxime y retrouvera 2 Vosgiens, des élèves de l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, eux aussi champions de France et donc qualifiés pour l'épreuve internationale. Flavie, on vient de voir la future participation d'un jeune Vosgien à ce qu'on peut appeler les Jeux Olympiques des métiers, bientôt en octobre à Shanghai. On va rester sur cet aspect international pour évoquer la concurrence dans votre métier, parce qu'on ne le sait peut-être pas assez, mais elle attire, vos marchés attirent la concurrence européenne, notamment des Belges et des Allemands. Oui, alors on est en marché public, donc les appels d'offres sont européens. Et donc souvent sur des petites communes, même vraiment petites, pas seulement sur Notre-Dame, on est vraiment en concurrence avec des ateliers allemands, belges ou hollandais. Et une dernière question, comme d'autres maîtres dans les métiers d'art, vous avez, je suppose, à cœur de transmettre votre savoir-faire. C'est quoi les clés de la réussite, les clés d'une bonne transmission? Je pense que la transmission, ça se fait sur un temps long. Ça se fait en transmettant et des gestes, mais aussi des valeurs. En vitrail, moi je sais ce que j'ai le plus appris finalement du grand-père Vinhomme et de son fils, c'est l'humilité, puisque tout prend du temps. Et en même temps, toutes les tâches sont aussi importantes, même celle qui semble la plus modeste, elle a autant d'importance qu'une qui semble plus valuable. On est vraiment dans cet apprentissage en fait de l'être en même temps que du savoir-faire. Il y a aussi le savoir-être qui est extrêmement important. Eh bien, merci Flavie pour cette très belle conclusion, cette belle transmission. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas les Journées européennes des métiers d'art le 1er, 2 et 3 avril. Profitez de l'ouverture de nombreux ateliers pour y découvrir des très beaux métiers, peut-être le vôtre ou celui de vos enfants. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. D'ici là, portez-vous bien.